Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. Et on est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut et bonjour à tous les fans de vélo et de Paul Sexas. Alors aujourd'hui, on va dans la première partie débriefer du deuxième monument de l'année, le Tour des Flandres. Et ensuite, on fera une preview sur la course World Tour qu'on attend depuis un bon mois. C'est le Tour des Pays Basques avec Paul Sexas qui participe et dont on attend pas mal de choses. On va vous parler de tout ça avec Nathan. Alors déjà, pour commencer avec le Tour des Flandres, donc pour faire un petit débrief de ce qui s'est passé, on a eu une attaque au kilomètre 103 où l'équipe UAE a durci la course et a isolé un groupe de favoris avec 16 coureurs Dans le euh, Molenberg. dans le Molenberg, voilà, avec Vermeersch en équipier de Pogačar qui fait un gros boulot. Puis on a eu à 57 km de l'arrivée Pogačar qui attaque, suivi par Wout van Aert, Van der Poel et Evenepoel. Van Aert lâche, puis Evenepoel un peu plus loin, et puis finalement Pogačar et Van der Poel s'isolent. Et puis toujours dans le vieux Quarmont, à 18 km de l'arrivée, Pogačar lâche Van der Poel et s'impose en solitaire devant le néerlandais. Remco fait troisième, Van Aert quatrième et Mats Pedersen cinquième. Donc quatrième monument d'affilée pour le Slovène et son troisième Tour des Flandres. Donc toi Nathan, ton sentiment sur cette course, est-ce que tu as pris du plaisir de voir notamment les quatre fantastiques, hein, ou est-ce que tu as été déçu par le scénario un peu convenu et le manque de suspense? Alors moi j'ai pris énormément de plaisir à suivre ce deuxième monument de la saison avec, comme tu l'as dit, le Big Four et moi je dirais même le Big Five en rajoutant Mats Pedersen qui pour quelqu'un qui a chuté, on le sait, il y a un mois et demi de cela, revient extraordinairement. Mais surtout Remco Evenepoel, la surprise, euh, la surprise de dernière minute, j'ai envie de dire, le fameux poisson d'avril, nous a pas déçus, hein. On avait des doutes à sa participation. On a vu qu'il était capable de batailler avec Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar, et à pas grand chose près, il aurait pu peut-être les accrocher la roue de Pogačar et pouvoir les suivre jusqu'à la ligne d'arrivée. Oui, il s'est accroché pas mal de. Donc après avoir été lâché, hein, il est resté à quelques secondes des deux hommes de tête. Enfin de tête, il y avait encore. Oui, il a fait un contre-la-montre solitaire pendant plusieurs dizaines de Bah, kilomètres. oui, même jusqu'à l'arrivée, hein, pendant les 57, je dirais. Et, Oui, c'est ça. et il est revenu à quelques secondes seulement des deux premiers qui ont réaccéléré pour le lâcher, hein. Oui, il était Donc en chasse-patate entre le groupe Van Der Poel Pogačar et Mats Pedersen Van Aert. ouais, oui, je suis d'accord, il nous a pas déçus. Après, il est là où on l'attendait, quelque part où on pouvait l'attendre, hein. Moi, je t'avoue que je suis un poil quand même déçu du manque de suspense. Voilà, j'ai cru à ce que Remco puisse nous faire justement chambouler un peu ce scénario convenu et qu'on a l'habitude de voir maintenant. Et ben voilà, il n'a pas été capable. Même si, voilà, encore une fois, hein, il a pas démérité, il est à son niveau, voilà. Mais ouais, moi j'ai été plus un peu déçu, voilà, du manque de suspense. Mais encore une fois, hein, c'est sans remettre en question
les qualités des uns et des autres, on assiste quand même, on vit dans une époque où on a des coureurs incroyables qui sont capables de dominer leur sport et d'avoir une telle domination et de rendre ça fabuleux à suivre, quoi. C'est dingue ce qu'on est en train de vivre. Donc, effectivement, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de suspense, mais voilà, Tu fais la fine on bouche, prend. mais c'est de leur faute au final. Ouais, voilà, je suis conscient que on assiste à parmi les coureurs qui sont dans l'histoire, et puis Pogacar encore plus, qui rentre dans l'histoire avec un grand De son H sport. de son sport, effectivement. Donc voilà, quelque part, euh, c'est C'est pas en déjà vouloir manque de incroyable de suspense, pouvoir le quoi. vivre. Ouais, ouais, non, mais tout à Il fait. faut profiter. Je veux Plutôt que dire, critiquer. voilà. Mais c'est vrai que en tant que spectateur, bah voilà, j'aurais préféré que ils mettent un peu en difficulté Pogacar et qu'on voit un peu une autre course, essayer d'aller le pousser dans ses retranchements, voir un sprint, je sais pas, voilà. Mais Alors, encore une fois, je reviens sur ce que tu as dit, sur le fait qu'il ne l'a pas mis en difficulté. Moi, je pense que c'est pas tout à fait vrai. Alors oui, le résultat, forcément, on se dit, Pogacar, il a gagné assez facilement, et c'est le cas. Mais, par contre, je l'ai trouvé, à l'arrivée, il faisait des grimaces dans les derniers, dans le Paterberg, dans le dernier passage du Vieux Quarmont. Il n'était pas aussi facile que d'habitude. On peut pas dire qu'il était en gestion, à part sur les 3 derniers kilomètres. Mais vraiment, je l'ai trouvé emprunté, Tadej Pogacar. Donc je pense que pour qu'il lâche Remco Evenepoel, il savait qu'il devait le lâcher impérativement pour ne pas se retrouver avec lui dans les portions de plat. Il savait qu'il devait le lâcher. Donc je pense qu'il a vraiment tout donné et ça s'est vu à son faciès. ouais, intéressant. Surtout qu'il a commencé à rouler très tôt, Pogacar, hein. Dès les centaines de kilomètres de l'arrivée, il a commencé à rouler alors que la plupart des favoris sont restés bien au chaud. C'est vrai que après, ce que je disais hier, c'est que Pogacar, il sait qu'il est au-dessus de tout le monde, donc sa technique maintenant, c'est de partir de loin, de les essorer petit à petit, et c'est ce qu'on a encore revu aujourd'hui, hein, d'en lâcher un ou deux par-ci, de garder le deuxième meilleur avec lui le plus longtemps possible, et puis de finir par le lâcher, si bien que derrière Attila, il n'y a plus rien, quoi, et ils sont tous un par un, et ils ont du mal à s'organiser pour rentrer. Enfin, ils peuvent pas s'organiser en fait, puisque si t'attends l'autre, tu perds 30 secondes, ce qu'a fait Van Aert avec Pedersen, hein, et, euh, et après, bah, t'essaies de t'organiser, mais c'est compliqué, et c'est déjà trop tard, quoi. C'est ça, diviser pour Donc, mieux régner, finalement. donc après, bah, comme il part sur cette technique, ouais, c'est usant, quoi, c'est usant pour lui. Et voilà, il finit peut-être un peu plus rincé. Alors, est-ce que tu veux dire par là que on pourrait avoir le péché d'orgueil, qu'un jour, il pourrait ne plus arriver au bout? Bah, ça arrivera, je pense, au bout d'un moment, forcément. Je pense pas que ce soit pour cette année, hein, vu la forme qu'il affiche. Après, on pourrait revenir sur le moment où il attaque sur le Paterberg, à sa première attaque franche, avec Van Aert, Mathieu Van Der Poel et Mats Pedersen, et Remco évidemment, où le premier à rentrer dans sa roue, c'est Wout Van Aert. Moi, je m'attendais pas à ça. Mathieu Van Der Poel est mal placé à ce moment-là, donc il est obligé de faire l'effort avec Remco. Pedersen fait la cassure à Remco Evenepoel parce que Mats Pedersen a du mal à suivre Mathieu Van Der Poel. Je m'attendais pas à voir Wout Van Aert à ce niveau-là dans le Paterberg quand Pogacar attaque. Oui, ben, je suis d'accord avec toi, parce que même si on a loué le bon retour en forme de Wout van Aert, euh,
moi non plus, je pensais qu'il y avait encore une grosse classe d'écart. On voit qu'il y a de l'écart, mais effectivement, il n'était pas si loin que ça de la bascule. Ça promet de Je bonnes partage. choses pour Paris-Roubaix. Ah, tout à fait, surtout que Paris-Roubaix, bah, justement, ça devrait plus lui convenir. En plus, il est en forme ascendante. Voilà, on va avoir du suspense maintenant. Est-ce que c'est Paris-Roubaix que tu attends le plus là, ou c'est Tour des Pays Basques dont on parlera tout à l'heure? Ah bah les deux, les deux, les deux, les deux. Mais un petit penchant pour l'Espagne. Mais bon, Paris-Roubaix, ça reste mythique. Alors pour revenir au Tour des Flandres là, est-ce que pour toi, Van der Poel, il a eu raison de rouler avec Pogačar quand ils étaient tous les deux Et je pense que la question se pose en fait, hein, en réalité, parce que Mathieu Van Der Poel, il sait qu'il a l'avantage au sprint sur Remco Evenepoel. Même sur Tadej Pogacar, mais encore, on sait que le Slovène a énormément progressé sur ce domaine. Donc je me suis posé la question. Bon, c'est facile en ayant vu le résultat. Mais si Mathieu Van Der Poel n'aurait peut-être pas dû attendre Remco, qu'on sait est un excellent rouleur, et peut-être qu'il aurait pu lui permettre de faire un petit peu moins d'efforts et pouvoir revenir sur le Slovène. Et ça, c'est au moment où il s'est fait lâcher. La question, c'est est-ce qu'il a bien fait de rouler quand ils étaient à deux? Bah, je pense que oui, hein. Il n'avait pas grand-chose d'autre à faire à ce moment-là. De prendre le plus de temps sur Remco, Van Aert et Pedersen. Pour moi, c'était la meilleure stratégie. Alors ça lui a permis de finir deuxième, effectivement. Moi, mon avis est un peu différent. Moi, j'ai envie de dire, euh, il a pas bien fait de rouler. Il aurait mieux fait d'en garder pour le final, mais après, c'est un grand champion, et comme tout grand champion, il peut pas accepter s'il doit gagner, il doit gagner à la régulière, c'est-à-dire en faisant Un à peu près minimum sa part, d'effort. voilà, à peu près sa part de travail, et voilà, il veut pas d'une victoire où, eh ben, il ratonne, quoi, il reste dans les roues, etc. Puis, Pourtant, comme, voilà, il lui a fait le coup 2 fois, et comme tu l'as mais il a dit, tellement. Tadej Pogacar a beaucoup travaillé et je pense que Mathieu Van Der Poel, il l'a vu, ça. Donc, il s'est dit, je peux pas le laisser faire ça tout seul. Moi, et puis, bon, le gars, il a gagné 3 Tours des Flandres. Je pense qu'au niveau confiance, ça va. Donc, il s'est dit, peut-être que lui, il se sentait capable de tenir la roue du Slovène jusqu'au bout, hein. C'est possible. Ouais, j'en doute quand même, hein, parce que, bah, comme tu l'as dit, hein, là, sur la première attaque, bon, il était mal placé, mais il revient quand même assez tard, hein, dans les roues du Slovène. Euh, je pense que moi, qui savait qu'il était en difficulté, oui, il pouvait peut-être compter sur l'usure, comme tu dis. Il a vu aussi qu'il a travaillé Pogacar depuis le début, mais quelque part, il doit le sentir sur le vélo que l'autre il passe des relais plus appuyés, que l'autre il le met en difficulté dans les bosses, tu vois. Ouais. Et moi, pour moi, c'est plus que bah, Van Der Poel, franchement, on le voit rarement rester dans les roues. Tu vois, il va faire sa part de boulot, quoi. Mais un peu Bah, comme, il est assez comme les tactique, hein. quatre, hein. J'ai envie de dire, Mathieu Van Der Poel, certes, il passe ses relais, mais il sait faire des relais pas très appuyés quand même, hein. Wout Van Aert est beaucoup plus généreux dans l'effort, je trouve. Mathieu Van Der Poel, il reste assez tactique. Il passe des relais, mais pas à n'importe quel moment dans la course. Ouais, ouais, bon, en tout cas, ouais, moi je trouve qu'il est pas avare en effort, hein. Non, on Il va va pas pas dire rester dans les ça. roues, c'est pas son genre, C'est pas un certain hein. Danois. Et c'est pas Max Pedersen. Oui, bonne perte de Pedersen, hein, tu l'as souligné tout à l'heure. Il était Oui, pas loin excellent. d'accrocher, les roues des De quatre. Wout Van Aert. Finalement, ouais, finalement Wout, il l'attend un peu, hein, ils collaborent ensemble une partie de la course. Oui, puis Euh, à la fin, il le lâche. donc, ouais, est-ce qu'il
peut rentrer dans ce clan-là et est-ce que ça peut augurer de futurs beaux duels? Bah, malheureusement, on se dit en voyant ça que si il n'était pas tombé en Espagne en ce début de saison, qu'est-ce que ça aurait été? Un Mats Pedersen sans un poignet cassé et une clavicule. Franchement, là, il revient, il fait quatrième de Milan-San Remo. Là, il fait cinquième du Tour des Flandres. Derrière Remco, Pogacar, Van der Poel. Franchement, quelle performance du Danois extraordinaire. Surtout sur des profils comme le Tour des Flandres avec des ascensions bah, avec des hauts pourcentages. Vraiment une grande performance. Après, pour Paris-Roubaix, bah, qui est un de ses grands objectifs, bah, ça augure de bonnes choses. Mais bon, il y aura aussi Philippe Ogana à rajouter à l'équation. Donc, ça fera... Ouais, j'allais t'en parler justement de Paris-Roubaix parce que là, ça va le favoriser, Pedersen, le avec sa profil, pointe de vitesse, notamment. ouais, avec sa pointe de vitesse, le fait que il n'y ait pas les monts pour où justement il est en difficulté par rapport au puncher. Voilà, on peut le voir aller loin alors, Bah oui, tout à fait. jusqu'au bout. J'aimerais bien. J'aimerais Peut-être bien. le Je pense monument. que le Danois mérite d'accrocher un monument dans sa carrière. Eh ben, on verra ça. Réponse la semaine prochaine. En Tout à tout cas, fait. Pogacar, lui, eh ben, ça sera un grand pas en avant la semaine prochaine s'il gagne pour sa quête de tous les monuments dans la saison. Je pense que, Puisque Der, honnêtement, moi, je pense que Milan-San Remo, c'était le plus dur pour lui, pour le monument le plus dur à atteindre. Donc, honnêtement, moi, je le vois gagner Paris-Roubaix. Je le vois gagner cette année. Et après, on se dit que c'est une autoroute. Liège-Bastogne-Liège. Bon, d'accord, il y aura Remco et il y aura Remco. Mais bon, honnêtement, si tout va bien, Pogacar gagnera. Le Lombardie, bah, je vous fais pas un dessin. Franchement, je pense que Pogacar, s'il gagne à Paris-Roubaix, il aura les 5 monuments cette année, hein. bah, je suis totalement d'accord même, hein. Il y a encore une semaine, je disais sur Liège, mais on verra. Il y aura Remco qui est aussi invaincu. Voilà, ça va nous faire un beau duel, mais on voit quand même qu'il y a une classe d'écart, hein. Même sur, alors là, ok, c'est les monts pavés, c'est les Flandriennes, etc. Il a l'expérience aussi pour lui, mais ça, ça met pas forcément en confiance pour Liège, hein. Non, Je suis d'accord. Et par contre, Paris-Roubaix, attention, c'est plus délicat. L'année dernière, il n'est pas arrivé à se défaire de Van der Poel. Il y a Et je le vois mal arriver à se défaire encore de Van der Poel parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, eh ben, l'écart est pas si grand entre les deux. c'est vrai. Voilà, on sait en plus que bah, il y a pas mal d'aléas, hein, sur cette course. Donc, ouais, ouais, attention. Pour moi, le boulot est très loin d'être fait. Et, voilà, comme tu l'as dit, hein, il y aura un gros plateau. Bah, Van der Poel en a parlé, Van Aert, Pedersen, Yana. Voilà, hein, il y a. On peut citer des profils à la Dan Houle, à la Stephen Bissiger, Florian Vermeer aussi, etc. Des profils un petit peu plus lourds Oui, que Mathieu sur le Brennan, Tour des Christophe Flandres. Laporte peuvent aussi rivaliser, hein. Oui, Brennan tout à Laporte, je fait. disais. Et puis on sait aussi qu'à Paris-Roubaix, ça arrive de temps en temps où les échappés arrivent à aller loin. Bon, là, ça fait Pourquoi pas un quelques années où. Kasperens Green ou quelque chose comme ça? Ouais, ouais, là, ça fait quelques années que les grosses écuries mettent en route très tôt. Mais il suffit qu'on ait 3-4 bronzes qui soient bien motivés, hein, Ouais, et je qu'on laisse pense que cette fois, filer.
Sylvain Didier sera de retour aux affaires en tête de peloton. Là, il a eu sa carte dans l'échappée matinale, mais cette fois, je pense que il sera, comme à Milan-San Remo, dédié à la poursuite aux échappées. Ouais, je rejoins aussi, hein, parce qu'autant sur les Tours des Flandres, il fallait qu'il tente quelque chose côté Alpecin, autant là, Van moi der je Poel reste le favori au début de la bah en course. tout cas, ouais, en tout cas c'est très partagé quoi. Hein. Bah, c'est le tenant du C'est- titre, il doit défendre au maximum son titre. Alors, je voulais te demander aussi côté français, alors qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, On honnêtement, a on a la on- belle performance et la la confirmation porte, du retour de Christophe Laporte, qui a eu une oui, il fait saison neuvième. 2025 bah, entrecoupée, j'ai envie de dire. Hein. Il a fait que 3 mois de sa saison, même avec un beau retour sur notamment Paris Tour, où il a fait troisième. Mais là, il confirme dans ce début de saison, avec des places d'honneur à plusieurs Flandriennes. Donc, vraiment belle performance. Après, hors Christophe Laporte, j'étais un petit peu déçu. J'attendais beaucoup de Romain Grégoire, qu'on avait vu en forme à Gand-Wevelgem, in Flanderfield, pardon. Là, il m'a assez déçu. Le premier Français hors Christophe Laporte, c'est Valentin Madouas avec une 16e place. Je suis un petit peu déçu de la FDJ, qui a quand même essayé à 100 et quelques kilomètres de l'arrivée d'initier un petit coup de bordure avant que les 16 se détachent avec les favoris. Mais malheureusement, ça n'a rien donné. On peut également citer la chute de Benoît Cosnefroy. J'ai pas eu de nouvelles de son état de santé, mais je crois qu'il a dû abandonner juste avant le Molenberg. Donc j'espère pour lui que ça va. Donc et on peut citer le travail aussi de Paul Magnier pour son leader Jasper Stuyven, donc il ne nourrissait pas de rêve pour ce Tour des Flandres. Il savait que pour lui c'était trop dur. Voilà pour les Français. Et je voulais noter la clavicule de Matteo Trentin qui a apparemment chuté dans le final. J'étais assez déçu d'apprendre ça parce qu'il est toujours bien placé et je trouvais ça assez triste pour lui, pour Ok, bah l'Italien. merci pour cette analyse complète. Hein. Alors, je sais pas si vous m'avez entendu en fond là. Je disais Laporte donc qui fait 9 et après tu l'as dit Madouas 16, Grégoire 22, juste devant son coéquipier l'autre français Axel Wentz qui fait 23. Donc effectivement, Grégoire un peu décevant. Super, merci pour cette analyse complète des Tours des Flandres. Est-ce que tu as d'autres bonnes surprises, d'autres coureurs qui t'ont marqué dans cette édition? Bah, on peut noter Stan de Wulf, hein, qui confirme qu'il est dans le top 15, si je m'abuse. Gianni Vermeersch également, Van Dijk, l'équipe Red Bull en général, qui a Remco évidemment, mais qui est resté solide dans son collectif. Et je noterai évidemment Remco Evenepoel, qui pour moi a fait un excellent choix en participant au Tour des Flandres. Pour moi, c'est le meilleur. Et forcément, c'est évident, mais pour moi, je reste encore sous le choc et je suis vraiment heureux qu'il ait participé à cette course. Alors juste, oui, côté décathlon, c'est pas De Wulf, c'est Naesen Ah, qui pardon. fait 13e. Et ouais, ouais, bon bah super, merci pour cette analyse. Et oui, Remco, et ben on est très content. On espère le revoir. T'espères le revoir, hein. Moi, j'espère de le revoir. Et on voit, hein, c'est très rare hein, sur le Tour des Flandres pour une première apparition de performer. Hein. Bon, évidemment, un coureur de son talent, on n'en attendait pas moins. Mais voilà, on sait que Ah c'est bah une moi, je course veux le aussi voir où chaque année l'expérience compte. maintenant. Voilà, l'expérience compte beaucoup. Et je suis d'accord avec toi. Hein, il finit pas loin. Il est pas loin de basculer.
voilà, hein, on sent surtout qu'on est peut-être à l'aube d'un tournant de sa carrière, hein, et Oui, tout ça à peut fait. être un objectif concret pour lui. Bon, Un et ben, objectif atteignable cette fois-ci. tout à fait. Et ben, merci pour ce débrief. Je te propose maintenant, Nathan, de passer à la seconde partie sur le Tour du Pays Basque où nous comptons retrouver notre polo national, Paul Sexas. Oui. Est-ce que je sais pas si tu as regardé un peu les étapes. Donc pour faire le point sur les étapes, la première, demain, le contre-la-montre de 14 km autour de Bilbao, avec première partie en montée, hein, 2,4% directement, hein, 2,4% à 7,3, 2,4 km pardon, à 7,3%, puis un faux plat descendant progressif jusqu'à Bilbao, et puis sur la fin, une petite rampe derrière avec des passages à 19%. Ensuite, l'étape 2, qui est l'étape Rennes pour moi, avec notamment à 20 km de l'arrivée le col de San Miguel de Aralar, où il y a 9,5 km à 7,7%. Et sinon, le reste des étapes, l'étape 3, plutôt pour un sprinter qui passe bien la montagne. Puncher type Et Aramburu, par exemple. par exemple, étape 4, on va avoir pareil des petits monts, mais bon, à Rien la de fin, bien celui qui est infranchissable. ouais, bah celui à 10 km de l'arrivée, c'est 3 km à 8%. On peut faire des diffs, hein, mais voilà, nous, ce qu'on attend pour des coureurs comme Paul Sexas, c'est un peu, enfin moi ce que j'attends en tout cas, c'est des plus grands cols que ça. Donc voilà, mais ça peut donner une bonne idée déjà parce que je vais finir, hein, et puis on en reviendra. L'étape 5, qui est pour le coup pas mal, hein, c'est peut-être la deuxième plus grosse étape qui est vendredi. Donc une succession de cols d'environ 5 km à un peu plus de 7%. Tu vois, et le dernier, lui, 5 km à 5%, qui est à 13 km de l'arrivée. Donc ça peut être pas mal s'il y Rebattre les a cartes. bah, voilà, une situation à renverser pour certains coureurs. Et puis la dernière étape, le samedi, avec pour finir un col de 7 km à 5%, et qui est à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Tu vois, on a pas mal d'étapes où ça termine en descente. Donc j'ai un peu peur que les favoris passent pas forcément à l'attaque, ou qu'on ait plus une course de puncher, avec voilà cette étape 2 de mardi, qui sera elle par contre un peu plus sur des profils de grand tour, et enfin moi je vais attendre avec impatience, ce qui va être un peu L'épouvantail. le juge de paix. Voilà. Voilà, toi t'en penses quoi de ce parcours? Ben, je suis globalement assez d'accord avec toi. Pour moi, les deux étapes les plus importantes, ben, en fait, c'est les deux premières, avec le chrono, qui va poser les bases de la hiérarchie du classement général pour moi. Est-ce que on est resté sur les mêmes protagonistes qu'en Algarve, ou est-ce qu'il y aura des différences? On a l'ajout de Isaac Del Toro, par exemple. Est-ce que ça va changer des choses? Sûrement. Et après, mardi, la confrontation entre les grimpeurs du général. Est-ce que ceux qui ont fait des différences sur le chrono la veille vont confirmer ou l'inverse? Pour moi, ça va être la grande question. Après, oui, ce sera plus des profils, je pense à la Magnus Cort Nielsen, Alex Aramburu, pourquoi pas Benelli en chasseur d'étapes comme il nous l'avait fait l'an dernier. Donc oui, peut-être un petit peu déçu qu'il n'y ait pas plus d'étapes un petit peu vraiment
enchaînement de cols, comme tu l'as dit, ou des arrivées au sommet, pourquoi pas. Ouais, c'est un peu les Pays Basques, quoi. C'est toujours un peu comme ça. Je trouve ils sont dans leur thème, hein, dans leurs habitudes. Mais ouais, enfin, voilà, nous on attend Paul Sexas sur les grands tours et là le vrai, ouais, le paix de ce tour, ça sera C'est une mardi. bonne première Et course World Tour, en tout cas. voilà, on a des étapes qui font souvent autour de 150, 170 km, tu vois, c'est pas des grosses étapes. Bon, la dernière, elle fait 135. Euh, par contre, là où ça va être intéressant, c'est quand même tous les jours, va falloir batailler. Là où on dit que ben on a quelques doutes sur les capacités de Paul Sexas à répéter les efforts à haute intensité, si on joue le général, là, enfin si on veut jouer le général dans les grands tours, et ben ça passe par des courses comme ça, où tous les jours, par contre, va falloir être au charbon, tous les jours, va falloir être capable de garder sa place et de lutter, hein. On l'avait vu l'année dernière sur le Tour des Alpes où il est passé à côté sur une des étapes en début de tour, hein, et ce qui lui flingue un peu son classement général. Donc là, voilà, ça va être quand même révélateur là-dessus, et c'est là où on peut l'attendre. Maintenant, je pense que si on veut comparer vraiment Del Toro, euh, Ayuso ou Paul Sexas sur les grands tours, et ben ça nous donnera peut-être une première impression, mais ça sera pas, on sera loin de la réalité parce que les efforts sont pas ceux que tu vas retrouver dans les cols alpins notamment, hein, ou les plus grands cols des Pyrénées. Oui, tout à fait. Mais si Paul Sexas se retrouve à ne pas pouvoir enchaîner, comme tu l'as dit, au bout de la semaine, il se retrouve à 2 minutes, bah là, on verra qu'il a des limites finalement sur, sur les enchaînements de difficultés tous les jours. Mais s'il ambitionne vraiment de faire le Tour de France cette année, il se doit de bien figurer sur ce Tour du Pays Basque. Yes, alors justement, pour bien figurer, toi, qu'est-ce que je te propose juste qu'on s'attarde un petit peu sur les deux premières étapes. Pour moi, les deux premières étapes sont plutôt d'ailleurs favorables à Sexas, hein, mais et le reste, c'est ça qui me fait enfin, un petit peu peur entre guillemets, hein, pour le classement général, c'est qu'un Del Toro, s'il est un peu éloigné, eh ben après il y a tout un parcours à sa convenance qui peut lui permettre de revenir dans le jeu avec des étapes plus pour des punchers. Et moi, c'est mon avis, et jusqu'à jusqu'à ce qu'il me prouve que j'ai tort. Pour moi, Del Toro, aujourd'hui, c'est plus un puncher qui grimpe bien plutôt qu'un grimpeur. Et voilà, donc c'est pour ça que je pense que les autres étapes sont plus pour lui. Donc le chrono, toi, qu'est-ce que t'en penses? Quels sont qui sont les grands favoris pour ce chrono? On fera le général après. Donc pour rappel, il commence direct en côte, hein. Tu fais 100 mètres et après, boum, ça part en côte avec des passages à 11%, 2,4 km, 7,3 de moyenne. Voilà. Et puis une rampe finale avec des passages à 19%. Alors pour moi, les Euh, favoris de ce chrono, bah, on peut citer les Ethan Hayter, même si, comme tu l'as dit, il y a des montées. Je pense qu'il faudra quand même prendre en compte l'anglais, le britannique, Bruno Armirail, le, 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 le pensionnaire de la Visma Leasebike. Je pense qu'il sera à l'aise dans cet effort. On peut citer également Ilan Van Wilder, qui a fait troisième au contre-la-montre des championnats du monde à Kigali l'an dernier. Et j'ai envie de citer aussi Juan Ayuso et Paul Sexas, évidemment. et tu nous fais pas un petit Vauclin? Bah, Kevin Vauquelin, en Algarve, il a fait cinquième, il me semble. Donc oui, c'est assez remarquable. Mais disons que Kevin Vauquelin, je le vois plus dans un deuxième temps avec Lipovic, par exemple. Je les vois dans les 7 8e du chrono
je dirais. Ok. Et Del Toro, Del Toro, moi, je le verrais à 25 secondes de Juan Ayuso et Paul Sexton. ok, ben, on verra ça. Non, 25 Et secondes, sur les j'abuse peut-être un petit peu. 12-15. ouais, il y a 14 kilomètres. Ouais, 12-15. 14 kilomètres, ça marche. Sur la deuxième étape, alors là, je peux dire, on a le grand col, donc pratiquement 10 kilomètres à presque 8%. Euh, voilà, ce col est situé à 20 bornes de l'arrivée, il y a une longue descente, et puis il y a une remontée jusqu'à la ligne d'arrivée, donc c'est l'étape qui, où les derniers kilomètres sont en montée. Hein. Ils sont pas très longs hein, sur la fin, mais voilà, c'est les seuls alors qu'il y a, enfin c'est la seule, de, en tout cas aussi importante à finir plutôt en montée, et puis avec ce col à 20 km de l'arrivée qui est assez long et assez pentu, ça peut faire pas mal d'écart. Voilà, je voulais qu'on s'y arrête parce que là on a pour le coup une étape classique de montagne qu'on peut retrouver dans un grand tour. Donc là-dessus, qui c'est que tu vas attendre? Bah, évidemment, je vais attendre les trois favoris pour moi de ce Tour du Pays Basque. En l'occurrence, bah, Juan Ayuso, qui a gagné en Algarve et qui a prouvé qu'il était au niveau de Paul Succas. Isaac Del Toro, qui a gagné le Tour du AE, notamment en gagnant à Jabel Afid, devant Remco Evenepoel, Antonio Tiberi, etc. Qui a également gagné Tirreno. Et évidemment, notre Français, qui nous fait autant vibrer depuis le début de l'année, Paul Sexas. Mais on pourrait également ajouter des outsiders comme Florian Lipovic, Kevin Vauquelin, Tobias Allan de Johansen, Rubeni. Ouais, ok, ouais, ouais, bon. Là, eh ben, je te propose de passer aux favoris justement de ce Tour des Pays Basques, hein, puisque là, on est en train de les évoquer. Euh, euh, très, très bien. Pourquoi parmi les trois premiers là qu'on a cités, pour moi, en gros, il y a les trois premiers qui se détachent. J'ai quand même une petite préférence, enfin pas une. Je pense que Paul Sexas, dans mon esprit en tout cas, est favori avec Juan Ayuso, s'il s'est bien remis de sa chute. Et pour moi, Del Toro est en deçà. Mais encore une fois, je peux me tromper, c'est mon avis. Il est très fort Del Toro quand il y a des plateaux qui sont un peu moins relevés. Il a été très bon sur Tirreno, mais Tirreno, l'adversité qu'il a eu, bah, Paul Sexas, il aura mis la misère sur la fauna Ardèche classique. Hein, je pense notamment à Jorgensen. Donc voilà, je peux me tromper, mais pour moi, on va plutôt avoir un duel Paul Sexas-Ayuso dans un premier temps, et puis après sur les étapes un peu punchy, où on va peut-être avoir un Del Toro qui va vouloir refaire l'écart qu'il aura perdu dans le chrono et prendre plus de risques. Derrière ces trois-là, on a un Lipovitz qui est un peu. On va voir où il se situe, mais je m'attends à le retrouver sensiblement derrière les trois. Et puis après, le groupe de favoris dont on parlait avec Vauquelin, peut-être Roglic, Landa, Tobias etc. Allan de Johansen, Harold Ouais. Terrada, Lorenzo Ou de Fortunato, Brooks, De Brooks, tout à fait. Tiberi On peut aussi. citer Antonio Tiberi, Peyo Bilbao, pourquoi pas Brandon McNulty, Marc Soler. Alors oui, bah, ils vont être au service de Oui, Del mais Toro on là. sait jamais si Del Toro a un problème, comme tu le sous-entends, sur la deuxième étape, pourquoi pas, il a une défaillance. Marc Soler et Brandon McNulty pourraient être des excellents roues de secours. Alors attention, hein. Moi je dis pas que Del Toro a des défaillances, je dis juste que c'est le meilleur des autres. Sauf que Paul Sexas, c'est pas un autre.
Paul Sexas, ce qu'il est en train de nous montrer, c'est du calibre des fantastiques dont on parlait tout à l'heure. C'est du calibre, hein, attention, il a 19 ans, etc. Mais en tout cas, il est sur ces rails-là, et c'est un autre monde. Et Pour les moi, Del coureurs Toro que est gagne dans Del le même monde Toro, que Paul Sexas actuellement. ah, les courses que gagne Del Toro en Italie en fin de saison, c'est pas la même adversité que Paul Sexas. Et ça, on le verra dès demain. Et je t'annonce, enfin, je suis persuadé que il va en prendre plein la tête, Del Toro, hein. Ah, Dès mardi, il va, il va plus se voir comme le leader des futurs grands tours. Je trouve que justement, on en a fait beaucoup sur lui. Je sais pas si t'entendais l'autre fois Madio qui disait bah ouais, Del Toro dans les top 5, et il le mettait même avant Vingegaard, hein. Il dit encore Vingegaard, sous-entendu il est à la limite. Voilà. Et non, pour moi Del Toro, il est pas encore à ce niveau-là. Et encore une fois, je peux me tromper, mais il a failli gagner un Giro qui est son point de palmarès le plus important. Et il a failli, et avec une adversité, encore une fois, qui est pas celle du Giro qu'il y aura cette année. bah moi, je pense que sur ce Pays Basque, en fait, les trois sont quand même sur un pied d'égalité pour moi. Le niveau est assez homogène, je pense. Je donnerais un léger avantage comme toi, Paul Sexas. Mais si on inversait les places du podium en mettant l'un des trois à telle ou telle place, ça ne me choquerait pas. Et bah, je te propose qu'on regarde un peu leur équipe chacun, parce que ça peut faire un peu la différence, hein. Oui, tout à Notamment, bah, fait. comme on en a parlé, hein, il y a pas mal de successions de côtes, et bah, va falloir avoir une équipe qui soit capable bah, de gérer la course. Si dès mardi, voire lundi, si on est très optimiste, non mais ceux qui auront pris le maillot dès le début, et ben c'est pas des courses qui sont évidentes à gérer avec ces successions de montées des centres. Côté UAE, donc Del Toro, McNulty, Arrieta, Groschartner, Novak, Pericas, Soler. Très bonne équipe. Côté Lidl, Ayuso, Mollema, Badjoli, Bernard, Julien Bernard, Verona, Skelmose, Quinn Simons. Côté Decathlon, Riccitello, euh, Nicolas Prodhomme, Aurélien Paré-Peintre, excuse-moi, je l'ai perdu. Aurélien Sexas, Paré-Peintre, Riccitello, Léo Bisio, Labrosse, Prodhomme, Stone Milité et Paré Peintre. que des grimpeurs, Voilà. punchers. Ouais, bah principalement, effectivement, je pense qu'il y a les trois équipes Sont assez sont homogènes, hein. bonnes, hein. Ouais, il y en a. Decathlon a sorti sa grosse équipe, hein. Enfin, sa grosse équipe, Riccitello, Prodhomme, Paré Peintre. Euh, en montagne, c'est ce qu'on peut retrouver sur le Tour de France, hein, Oui, tout à probablement. fait. Et Côté UAE, même UAE a sorti des très bons couteaux de son équipe avec Marc Soler, ouais, oui. Matt Mulcahy, le jeune Péricas qui pour moi va éclater cette année. Je pense qu'il a beaucoup de choses à faire valoir. Et Lidl Trek qui amène Skelmose avec Ayuso, on va voir ce que ça donne. On sait que Skelmose était assez déçu de l'arrivée de Juan Ayuso dans l'équipe. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis déçu de ne pas avoir l'Espagnol Héctor Alvarez dans l'effectif. Je pense qu'il aurait pu apporter sa pierre à l'édifice. Mais sinon, Quinn Simons sera un parfait équipier pour l'Espagnol, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. L'équipe qui serait le plus à même de maintenir la course, pour moi, enfin, de verrouiller la Ça course reste en UAE. cas et ben moi j'allais te dire c'est Lidl, hein, parce que j'aime bien là, tu vois, un Verona, un Quinn Simons, ça sur les premières parties de course, ça peut te faire des kilomètres.
un Julien Bernard, tu sais, ça peut. Oui, c'est vrai que Julien Bernard, il Et vaut puis un après, Hippolyte ou un Timoen, ça. bah voilà, t'auras Skelmose qui sera chargé d'accompagner Ayuso le plus longtemps possible. Donc moi je pense que Lidl est la mieux armée pour cadenasser la course. Voilà, Décathlon, on a des bons grimpeurs. Après, Ça manque de ça, rouleurs. ça manque, ouais, voilà, d'un amiral là Ou d'un chez Visma, Danone, mais d'un gars on peut pas le mettre partout, malheureusement. ouais, mais voilà, qui est capable de te faire des longues droites là dans les zones de transition. Mais en tout cas, ça accompagnera Texas À jusqu'à merveille en la bosse finale. montagne. Ça, voilà, ça, y aura pas trop de soucis. Ça marche. Voilà. Et est-ce que, ouais, quel objectif tu donnes toi à Texas? Enfin, qu'est-ce que tu attends de lui? Ah bah, je pense qu'on a été assez clair. L'objectif, c'est un minimum, c'est podium. Dans le pire des cas, j'ai envie de dire. Et dans le meilleur des cas, évidemment, c'est la victoire. Avec 2 victoires d'étape même. Comme on l'a dit en début de notre podcast sur le premier épisode, Paul Sexas, sa force, c'est qu'il nous surprend toujours. Jusqu'à maintenant, il fait que nous surprendre à chaque course qu'il fait. Donc maintenant, pour nous surprendre encore, il faut gagner, tout simplement. Et être le successeur à Christophe Moreau, qui a gagné la dernière course par étape ou en tour pour la France. 2007, le dernier Français à avoir gagné une course par étape. Nul doute que Paul Sexas en gagnera une dans les années à venir. Maintenant, est-ce que c'est aujourd'hui? Rappelons quand même qu'il n'a pas encore gagné en World Tour. Même si, bon, on en avait parlé la dernière fois, hein, en Algarve, le plateau ça s'en rapprochait quand même, hein. Donc là, Pour toi, ton favori, c'est Juan Ayuso, alors? bah non, non, pour moi c'est Paul Sexas maintenant. Ah, bah Pas t'es d'accord forcément la avec moi, victoire. alors. Oui, mais moi j'en attends pas forcément la victoire. Ça va dépendre du scénario de course, etc. Si on a des scénarios d'usure, de mouvement, là oui, je vais attendre qu'il soit devant. Maintenant, si on va avoir un scénario un peu plus attentiste, etc., bah, ça va favoriser les punchers que sont Del Toro et dans une moindre mesure Ayuso. Et lui pourrait être un peu en difficulté là-dessus, enfin même carrément en difficulté. Et voilà, et on risque de se trouver comme ça. Et donc suivant le scénario, eh ben, voilà, moi ce que j'attends pas, ce que j'attends en tout cas, c'est qu'il ne craque pas dans les montagnes, qu'il nous fasse une semaine sans craquer sur aucune des étapes. Et voilà, qui reste au contact en gros de Ayuso et Del Toro. S'il se fait battre à la bonif, il se fait battre à la bonif. Et si possible que lundi et mardi, il nous fasse quelque chose quoi sur le chrono et la seule vraie étape de montée. Et ben que Il alors la gagner, ça va être remporte. compliqué. Mardi peut-être, ouais. Le chrono, ça va être compliqué. Hein, t'en as parlé. Oui. Qui sont les favoris, etc. Et nul doute qu'il sera pas loin avec ce qu'il nous a montré. Mais voilà, les gagnés, il reste encore un step. Maintenant, mardi, ouais, oui, mardi, j'attendrai qu'il remporte l'étape, oui. Enfin, je, je mettrai un petit billet. Ah, Je suis allé voir sur les cotes pour voir, parce que des fois, tu sais, je me dis, mais ça se trouve, moi, je vois ça avec mon prisme de français qui suis un peu trop à fond, et puis je me fais un peu des idées. Sur les sites de Paris, il est classé quand même en favori avec Ayuso, hein. mais bien sûr, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir vu l'explosion du prodige français. Je pense que maintenant, Paul Sexas est dans le paysage du cyclisme mondial, que ce soit pour les news suiveurs, pour les bookmakers et bientôt aussi pour le grand public. Donc, il sera maintenant favori à toutes les courses où il va participer. Yes, et ben on espère que qu'il fasse quelque chose, hein, voilà, sur ces
première étape. Ça peut être bien qu'on fasse un point mardi. Je sais pas si on aura l'occasion. On va essayer. Et je voulais quand même que tu me parles de Lipovitz. Toi, qu'est-ce que t'attends de lui? Bah, Lipovic Lipovitz, on rappelle, hein, troisième du dernier Tour de France. est troisième Euh, en en, Catalogne. voilà, en difficulté en début de saison et qui est plutôt sur une pente ascendante puisqu'il a fait, comme tu l'as dit, il vient de finir troisième d'une course pour le Tour, hein, le Tour de Catalogne. Disons qu'en Catalogne, il avait Remco. Là, il n'aura pas le Belge, mais par contre, il récupère Primoz Roglic, qui n'est clairement pas un lapin de 3 semaines. Donc, je pense que comme il a fait Primoz Roglic avec Giulio Pellizzari sur Tirreno Adriatico, il pourra garder l'Allemand sous son aile pour lui montrer la voie comme il l'avait fait au Tour de France. Je pense que ce sera un très bon avantage pour lui. Après, pour le chrono, je pense qu'il va faire une bonne performance. Forcément, il va perdre du temps sur Juan Ayuso, Del Toro et Paul Sexas. J'attendrai qu'il perde moins de 40 secondes pour pouvoir rester dans la bataille. Et ben, ça marche, merci, ouais, ouais. Un peu une incertitude ouais, sur Lipovitz. Et est-ce qu'il y a un autre coureur dont on n'a pas parlé que tu vas suivre en cette Bah, semaine? on va suivre le coureur du Noix, Tobias Alain Johansen, sixième du Tour de France de l'an dernier, avec de très belles performances en ce début de saison, notamment à Milan-Turin ou à Tirreno Adriatico. Donc pareil sur le chrono, un petit bémol, mais sinon en montée il n'y aura pas de problème. Tiberi, est-ce que qu'est-ce que tu vois pour l'Italien, le rouleur italien quel est ton avis sur Antonio Tiberi? Ah bah moi, comme tout, les jeunes qui performent sur un grand tour et qui après on voit plus, ils surperforment, hein, c'est un peu ce que je te disais, hein. Je pense qu'ils vont trop loin dans l'effort et qu'après ils ont un peu de mal et aujourd'hui, alors on l'a vu un peu sur UAE, mais il fait pas partie du même monde que les trois favoris aujourd'hui et ni même des seconds couteaux hein, dont on a un peu parlé, hein, type Vauclin dans ce début de saison. Lipovetsky qui pour moi est même le meilleur des deuxièmes couteaux, voire ou le moins bon des premiers, comme tu veux. Euh, mais voilà, Vauclin, Roglic, Brooks qui sont meilleurs que Tiberi, surtout que là on a un profil vraiment de puncher, on a beaucoup d'étapes de puncher. Pourquoi pas Pello Bilbao alors à ce moment-là? Ah bah alors PO Bilbao plutôt oui pour toutes les étapes, pour gagner les étapes, hein. Pour général, je le vois plus du tout, mais pour les étapes tout à fait, et pour les étapes aussi, à Benili? noter qu'il y a Julien, alors Benili effectivement, Eh oui, je et la puis Julien Philippe. Alaphilippe. Donc voilà, on va suivre ça, nous côté français. Euh, voilà. Et puis voilà, tu as parlé pour le chrono d'Armirail. Oui, tout à fait. Euh, Avec une start list chez Visma qui n'est pas très reluisante, j'ai envie de dire, avec un leader qu'on pourrait dire Ben Tolet, mais pourquoi pas un co-leadership avec le français Bruno Armirail. Pour moi, ce serait envisageable, je pense. Bah après, ouais, ils l'ont mis Dossard, hein, enfin 191. Alors, est-ce que c'est pour par rapport à la place dans le chrono? Est-ce que c'est en vue de ce chrono, justement? Voilà, pour lui laisser l'opportunité de s'accrocher le plus longtemps possible, c'est possible, hein. Disons que c'est Effectivement, hein, comme on dommage a pour dit, lui que même s'il arrivait à gagner le chrono lundi, ben mardi, il pourrait pas vraiment garder son maillot, quoi.
Ils espèrent peut-être de le tester justement, parce que comme tu l'as dit, c'est vrai que ils ont pas une très grosse équipe. Bah, c'est sûr que Après, en si même on temps, enlève Vingegaard ou Matteo Jorgensen, après c'est un petit ouais, peu plus compliqué chez Visma. j'allais te dire, en même temps, ouais, voilà, c'est pas l'équipe d'il y a 3 ans, hein. Il manque un certain Simon Yates qui nous a quittés Et, brutalement malheureusement. oui, et puis, ouais, on a Piganzoli aussi qui aurait pu, puis tu vois, les Sepkus, bon, ils auraient pu en rechange. Sepkus, Malheureusement, malheureusement, depuis l'enchaînement Vuelta, Giro, Tour de France, où il a réussi à gagner la Vuelta, a aidé Vingegaard au Tour de France à le faire gagner, et pareil au Giro à rouler merveilleusement pour ce leader. Je pense que depuis, ça l'a terrassé, quoi. bah, après sur la dernière Vuelta, il fait septième, hein. Ouais, mais il n'est pas vraiment aérien, quoi. C'est plus le même que l'année de ces trois grands tours. Enfin bref. Voilà, Visma, donc il n'y a pas une grosse équipe de montagne pour jouer le général, donc peut-être qu'ils veulent tester un peu Bruno, et puis bon, ses performances en contre-la-montre, avec ses facultés aussi à bien passer les bosses, peuvent... Être intéressante. voilà, surtout pour la première étape. Bon, on a hâte d'être demain, je sais pas toi, mais moi en tout cas, j'ai hâte de voir ça, et puis mardi aussi surtout. Bah oui, tout à fait, on a hâte de voir quels scénarios vont nous réserver les leaders, Lidl Trek, comme on l'a dit, UAE, et bien évidemment Decathlon, CMA, CGM. Et est-ce que des outsiders qu'on n'a pas cités pourront tirer leur épingle du jeu dans le top 10? Ah, tout à fait, et puis en plus, on a dit, hein, il y a pas mal de Français intéressants. On n'a pas parlé, mais il y a aussi Axel Laurence pour les étapes, ça va être intéressant. Oui, tout à fait, Euh, comme le même profil qu'un Ramburu ou un Magnus Carlsen ou Roger Léo Adria, Pigeon, on en a pourquoi pas. parlé chez Decathlon, Maxime Descombes, pas mal de jeunes Français Maxime de aussi. Comble, on n'en a pas parlé, tout à fait. Moi, personnellement, je le vois leader de l'équipe Groupama FDJ, car on sait que Guillaume Martin est en perdition depuis quelques années. Pour moi, Maxime de Combe sera le leader de la formation Groupama FDJ United. Et en plus, on sait qu'il est très fort en chrono. Donc, pourquoi pas une belle performance sur ce Pays Basque. Je sais pas ce que t'en penses. Eh ben, à voir. Bon, je pense qu'ils partent sur Guillaume Martin en favori, en tout cas, en leader. Et de toute façon, Decomble, il peut être. On verra déjà sur le chrono, hein. Je Euh, pense qu'il n'y aura pas ce photo qui entre fera. Descombes et Guillaume Martin sur le chrono. Ouais, ouais. Bah justement, pour rappel, hein, Decomble, le chrono, c'est un peu sa spécialité. Donc, effectivement, hein, je pense que l'objectif pour lui, ça va être de s'accrocher le plus longtemps possible. Mais cette étape de mardi risque quand même d'être un peu trop dure pour lui. Et après, on verra bien, hein. Et voilà, coureur à suivre. Tout à Eh fait. ben, ça marche, très bien. Est-ce que tu as d'autres coureurs dont tu voulais me parler ou c'est bon pour toi? Je pourrais juste citer chez Tudor Marco Brenner qui a fait un bon début de saison sur des profils montagneux comme le Tour des Alpes-Maritimes. Et Yanis Voisard qu'on a vu à l'aise au Tour d'Oman qui a gagné une victoire d'étape et également présent en Algarve. Donc j'ai hâte de voir ce que l'effectif suisse nous réserve. Eh ben, très bien. Merci en tout cas, Nathan. Merci à tous de nous suivre. Merci N'hésitez pas, comme Thibaut. d'habitude, à mettre un commentaire, un pouce. On vous lit, même si on répond pas toujours.
Ça nous permet aussi de voir quel sujet vous intéresse, vers quoi vous voulez qu'on oriente nos débats. Nous, on est là et on a hâte en tout cas de passer cette semaine avec vous et avec Paul Sexas. Et allez Paul, on est dans Mais ta de roue. pas